Donc c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Lorsque nous examinons les différentes guerres entre l'Angleterre, puis plus tard la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et la France. Une question qui s'est posée pendant une grande partie du dernier millénaire, c'est pourquoi la France a-t-elle autant de mal à envahir l'Angleterre? Parce qu'il semble que l'Angleterre n'ait pas tant de difficultés à envahir la France. Regardez la guerre de Cent Ans, par exemple. Les armées anglaises débarquent tout le temps en France, malgré le fait que l'Angleterre soit de loin la plus petite, la moins peuplée et, jusqu'au début de la Révolution industrielle, de loin la moins riche des deux adversaires. Donc, si l'Angleterre peut envahir la France à plusieurs reprises, la France devrait pouvoir envahir l'Angleterre aussi souvent. Et avec la capacité, pendant la majeure partie de la période entre l'an 1000 et l'an 2000, de construire une flotte plus grande, d'avoir une armée plus nombreuse, peut-être mieux équipée et plus expérimentée. La France aurait dû conquérir l'Angleterre depuis longtemps. Et oui, bien sûr, il y a eu l'invasion normande de 1066, puis par la suite diverses incursions sur le sol anglais et plus d'une tentative d'invasion, comme lors des soulèvements jacobites, par exemple, ou un peu plus tôt, la bataille du Solent où le Mary Rose a coulé. Mais elle ne fonctionne jamais vraiment. Eh bien, il s'avère que la réponse est assez complexe, et tout cela est lié à la Manche. Et comment cela affecte la façon dont vous pouvez déployer une flotte? Parce que, bien sûr, vous avez besoin d'une flotte pour pouvoir transporter des hommes d'un pays à l'autre. Et cela se divise en un certain nombre de problèmes naturels qui entravent la capacité de la France à exercer, historiquement parlant, sa plus grande puissance contre l'Angleterre. Et ce sont les courants, la géographie, la géologie, le vent et Cherbourg. Et nous allons les examiner dans cet ordre, car les courants, la géographie et la géologie sont en réalité tous liés les uns aux autres. Alors, considérons la Manche. Évidemment, le littoral exact a un peu changé au cours des 1000 dernières années, avec divers effets sur différents ports. Mais nous regardons de façon plus générale l'ensemble de la zone. Bien sûr, en France, la Manche s'appelle la Manche, mais comme nous parlons anglais, nous allons l'appeler The Channel. Donc, le premier problème, ce sont les courants. Le courant dominant dans la majeure partie de la Manche va, pour parler grossièrement, du sud-ouest vers le nord-est. Donc, il s'écoule de l'entrée atlantique de la Manche vers le détroit de Douvres. On pourrait peut-être le décrire plus précisément comme allant de l'ouest-sud-ouest vers l'est-nord-est, mais vous comprenez l'idée générale. Maintenant, il y a des courants légèrement différents dans les approches occidentales et au niveau du détroit de Douvres, surtout en fonction du stade de la marée. Mais de manière générale, l'eau s'écoule de l'Atlantique vers la mer du Nord. Et cette légère différence entre la direction des courants et la forme réelle ainsi que la direction de la Manche, et donc l'alignement relatif des deux côtes est la cause fondamentale de tous les problèmes de la France. Parce que le léger désalignement naturel des courants fait que le courant veut frapper un peu plus fort la côte sud du Royaume-Uni que la côte nord de la France. Mais il y a aussi la géographie et la géologie qui jouent leur rôle, et cela se rattache en quelque sorte à Cherbourg dans ce contexte. La péninsule bretonne, qui est le coin nord-ouest de la France s'avançant dans l'Atlantique, bloque et ralentit encore davantage certains de ces courants dominants venant de l'Atlantique. Et cela signifie que, de manière générale, il y aura un peu plus d'érosion sur la côte britannique ou anglaise et un peu plus de dépôts en règle générale sur la côte française. Maintenant, encore une fois, dans des zones très locales, cela peut être légèrement différent, mais beaucoup de ces différences locales sont souvent dues à des éléments comme les dépôts fluviaux qui se déversent dans la Manche, plutôt qu'à l'effet général du détroit lui-même. Alors, quel est le rapport avec les Marines? Eh bien, cela concerne plus précisément les ports, car ce sont les ports qui soutiennent les marines. Donc, cela signifie que, de manière générale, la côte nord de la France, du moins la côte française de la Manche, a pu, au fil du temps, gagner beaucoup plus de terrain. Des dépôts alluviaux, c'est-à-dire des dépôts de limon, de terre et de sable fin provenant de toutes les différentes rivières de la côte nord de la France, ainsi que tous les dépôts marins qui sont rejetés sur le rivage. Emportés par les différents courants de la Manche, les matériaux entrent évidemment dans une zone où les courants sont plus lents. Les plus lourds commencent alors à se déposer et la sédimentation au large de la côte augmente encore davantage.
Ajoutez à cela une mer qui contient maintenant des matériaux relativement fins, car la plupart des matériaux grossiers se sont déjà déposés. En arrivant contre la côte française à une vitesse relativement lente, l'érosion est également considérablement réduite. Ainsi, la côte française présente une pente très douce vers le large sur une distance assez considérable dans la Manche, comme vous pouvez le voir sur ces cartes. Alors que du côté anglais de la Manche, les courants marins sont plus rapides et beaucoup plus proches du rivage, ce qui fait qu'ils érodent le littoral beaucoup plus rapidement. Et ils emportent une grande partie des dépôts alluvionnaires sans laisser beaucoup de traces de matériaux déposés eux-mêmes comparativement à la côte française. Maintenant, d'un point de vue purement géologique, les différentes couches de roches et de sédiments qui composent cette partie du monde, le Royaume-Uni et la France, du moins dans la région de la Manche, ne sont en réalité pas si différents, surtout à mesure que l'on va vers l'Est, où ils se rapprochent l'un de l'autre. Et donc, ce sont les effets variables de ces courants, grâce à la géographie, qui provoquent cette situation très différente de chaque côté. Maintenant, l'une des choses que vous pourriez immédiatement remarquer en regardant ce genre de graphique, c'est « Eh bien, attendez une minute. Il y a encore pas mal de cette couleur claire au large des côtes anglaises, et oui, c'est vrai. Cependant, vous remarquerez immédiatement que la côte française est, de manière générale, beaucoup plus lisse à nouveau, car elle a subi une érosion beaucoup plus douce. La côte anglaise est beaucoup plus déchiquetée, et cela se confirme d'ailleurs. Plus vous zoomez sur une carte, plus vous voyez que la côte anglaise est en fait assez accidentée, alors que la côte française de la Manche est, dans la plupart des zones, encore relativement régulière. Alors, d'où viennent ces zones de dépôts alluviaux au large de la côte anglaise si le courant de la Manche devrait les emporter et éroder la terre qui apporte ces dépôts au fond marin? Eh bien, une partie du matériau provient de la côte elle-même qui est érodée puis déposée sur le fond marin avant d'être progressivement emportée. Une partie provient des dépôts alluviaux continus des différentes rivières qui atteignent la côte sud de l'Angleterre. Mais la grande majorité, vous le remarquerez, se trouve essentiellement à l'abri des différentes petites péninsules de la côte anglaise. Quand vous vous rappelez qu'il y a un courant dominant venant de l'ouest-sud-ouest et allant vers l'est-nord-est, alors soudainement vous comprenez. Les zones situées immédiatement à gauche de la plupart de ces péninsules passent presque tout de suite à des eaux assez profondes ou n'ont qu'une zone peu profonde, très limitée. Alors que les zones à droite ou à l'est des péninsules ont tendance à présenter ces zones d'eau légèrement moins profondes. Ainsi, ces péninsules individuelles forment essentiellement des boucliers, comme des brise-lames modernes, pour permettre la formation d'un fond marin en pente graduée. Mais dans presque tous les cas, dès que ce fond marin s'étend dans le chenal principal, il est érodé. Et tout cela a un impact énorme non seulement sur le nombre de ports, mais aussi sur le type de port et la capacité des ports que l'on peut avoir le long de la côte de la Manche. Du moins sans de grands travaux d'ingénierie réalisés par l'homme qui commencent à apparaître au XIXe siècle. Nous y reviendrons plus tard. Alors, quel type de port obtient-on ? Eh bien, sur la côte anglaise, cela signifie qu'il y a plusieurs endroits où une partie particulièrement dure du paysage a formé une péninsule et formé l'une de ces zones quelque peu abritées, puis vous avez généralement une rivière, mais parfois une inclusion de matériaux très tendres qui a été érodée pour former une crique sans qu'il y ait vraiment de rivière, mais ce sont généralement des rivières. On a tendance à obtenir un port d'estuaire. Donc, c'est une ville ou un port qui a été construit à côté d'une rivière qui se jette également dans la mer. Et c'est pourquoi tant de ports anglais historiques sur la côte sud portent un nom qui est souvent celui de la rivière, suivi de mouth, parce que c'est l'embouchure de la rivière. Donc Plymouth, Falmouth, Exmouth, Portsmouth, Bournemouth, Dartmouth. Et même lorsque vous regardez des ports qui n'ont peut-être pas l'appellation mouth, comme par exemple Shoreham, vous verrez qu'il y a quand même une rivière là-bas. Weymouth, bien sûr, en est un autre très célèbre. Donc, vous avez ces rivières qui se jettent dans la mer. Nous avons des villes qui deviennent des ports et qui se développent à côté d'elles. Super, fantastique. Donc, vous avez un mouillage abrité où vous pouvez construire des navires et où vous pouvez les ancrer, mais vous avez à peu près la même chose qui se passe sur la côte française. Saint-Malo, Harfleur, Le Havre, Le Courtois, Boulogne et Calais, pour n'en nommer que quelques-uns.
mais c'est ce qui se passe immédiatement à l'extérieur de ces ports qui devient alors le facteur décisif. Parce qu'au large de la plupart des ports anglais, comme nous l'avons déjà établi, les fonds marins plongent relativement rapidement vers les eaux profondes, mais vous bénéficiez également de l'abri de ces affleurements rocheux très durs qui sont devenus des péninsules, et donc cela signifie que oui, vous avez un port, mais vous avez aussi un mouillage assez vaste et abrité qui, dans la plupart des conditions météorologiques, vous permettra d'avoir une flotte de navires ancrés juste au large dans une relative sécurité. Et cela signifie bien sûr que la capacité naturelle de ces ports est assez importante, car elle n'est pas limitée uniquement par les types de navires que vous pouvez faire entrer dans la rivière relativement étroite ou éventuellement dans l'estuaire. Cela signifie aussi, pour la plupart des cas, un accès vers et depuis les eaux profondes. Non seulement pour l'ancrage de grands navires, mais aussi pour transporter ces grands navires vers la mer depuis leur lieu de construction, puis pour le commerce et la guerre, afin d'accéder aux eaux profondes pour naviguer le long des côtes. La Manche est relativement proche et relativement facile d'accès, car les rivières qui s'y jettent n'ont qu'à creuser un chenal plus profond à travers les dépôts alluviaux sur une courte distance. Et ensuite, vous arrivez dans la partie principale de la Manche, où l'eau est déjà profonde. Donc, si vous regardez Plymouth, par exemple, qui est un port anglais très ancien et une base navale essentielle, vous avez un mouillage relativement correct, formé en partie par la protection offerte par Ramhead à l'ouest. Mais même avant d'avoir dépassé l'entrée du port, définie par Dreston et Rennie Point, vous êtes déjà dans des eaux assez profondes. Donc, cela signifie par exemple que lorsque l'armada espagnole arrive, dès que vous sortez du port de Plymouth, vous pouvez manœuvrer relativement librement. Pratiquement le seul vent qui risque de vous piéger à Plymouth sera un vent venant du sud-sud-ouest. Alors que si l'on descend presque directement vers le sud jusqu'à Saint-Malo, qui serait son équivalent approximatif, on peut voir qu'à l'intérieur, la zone abritée du port de Saint-Malo est assez peu profonde, à l'exception d'un seul chenal qui serpente vers la sortie. Et puis, une fois que vous dépassez le point défini par le Moulinet et l'île de Saint-Malo pour entrer dans le chenal lui-même, vous avez une vaste zone d'eau très peu profonde. Il y a donc toujours un chenal très étroit par lequel les grands navires à fort tirant d'eau peuvent réellement passer. Ainsi, une flotte de grands navires de guerre à voile essayant de quitter Saint-Malo va sortir de la principale zone d'abri du vent créée par la Terre et se retrouvera toujours dans des eaux très confinées en essayant de rejoindre la partie principale de la Manche. Et c'est très risqué parce que, évidemment, si vous avez un vent dominant, disons, venant de l'ouest, il va constamment essayer de vous pousser vers les hauts fonds et donc de vous faire échouer. Donc, vos possibilités d'entrer et de sortir de Saint-Malo lorsque vous naviguez à la voile sont beaucoup plus limitées que si vous essayez d'entrer ou de sortir de Plymouth. Vous finissez par atteindre une zone d'eau plus profonde, mais bien sûr, cette zone d'eau plus profonde est exposée et n'est pas du tout aussi adaptée à servir de mouillage important pour les gros navires. Vous remarquerez également que la zone abritée globale de Saint-Malo, qu'elle soit profonde ou peu profonde, est quelque peu plus petite que celle de Plymouth. Et en remontant la côte anglaise, vous verrez ce schéma se répéter avec des variations pour la plupart des ports anglais. Il y aura une zone abritée relativement grande, protégée directement par la terre, avec de vastes zones en eau profonde, permettant un accès relativement rapide aux eaux plus profondes du chenal principal. Et ces eaux plus profondes sont à leur tour généralement protégées d'une manière ou d'une autre contre les courants et les vents, ce qui signifie que vous pouvez avoir une flotte assez importante au large du port si vous le souhaitez. Alors que la plupart des ports français ont tendance à avoir des zones portuaires relativement petites et fermées par rapport à la plupart des ports anglais, la profondeur de l'eau dans ces ports est assez faible. Et ensuite, vous devez vous frayer un chemin à travers une certaine zone d'eau peu profonde. Et une fois que vous atteignez les eaux profondes, en raison de le caractère relativement peu découpé de la côte française, ces eaux profondes sont très ouvertes et exposées et donc pas adaptées à un mouillage de longue durée. Vous voyez cela par exemple à l'époque de l'armada espagnole. L'armada jette l'ancre au large de Calais. Et oui, il y a des eaux où ils peuvent mouiller au large de Calais, mais ils savent immédiatement que c'est un mouillage très exposé et pas adapté à une utilisation à long terme.
Bien sûr, le fait que des brûlots apparaissent juste après qu'ils aient jeté l'ancre n'arrange rien, mais ils n'allaient jamais rester là très longtemps. On pourrait donc penser que la côte anglaise serait très animée, tandis que la côte française serait déserte. Pas tout à fait, car il s'agit de tactiques militaires nécessitant des navires plus grands et à plus fort tirant d'eau pour servir soit de navires de guerre, soit de grands transports. Si vous faites du commerce côtier ou de la pêche, cela nécessite généralement des navires et des bateaux plus petits avec un tirant d'eau plus faible. Et dans ces cas-là, ils peuvent en fait prospérer dans ces environnements d'eau peu profonde parce que, premièrement, ils sont relativement à l'abri des attaques de grands navires de guerre lourds conçus pour le large. Deuxièmement, les eaux peu profondes ont tendance à être très riches en vie marine, surtout pour des activités comme la pêche. Et troisièmement, évidemment, des eaux plus calmes facilitent la navigation. Ainsi, la côte française de la Manche a prospéré historiquement, mais elle a surtout prospéré en tant que zone commerciale pour l'économie locale et, dans certains endroits comme le Havre, en tant que centre de commerce international. Alors que du côté anglais, ce type d'environnement calme avec des eaux peu profondes était très limité. Mais au moins sur le plan commercial, il y avait plus d'opportunités pour les grands navires de partir pour de grands voyages internationaux. Et donc, d'un point de vue naval, dès que les navires de guerre atteignent une taille importante, l'Angleterre dispose de bien plus d'endroits pour baser ses navires de guerre dans la Manche, à la fois pour sa propre défense et pour attaquer la France, que la France n'en a. Donc cela explique en partie la conquête normande. Mis à part le fait que la côte anglaise était essentiellement sans défense parce que l'armée de Harold était tout au nord, le type de navire utilisé à l'époque normande était assez petit et avait un tirant d'eau assez faible. Beaucoup de ces problèmes ne les concernaient pas vraiment. Mais même dès les XIIIe et XIVe siècles, quand on commence à voir apparaître des hulks, des cogs et toutes sortes d'autres navires médiévaux, le nombre d'endroits sur la côte de la Manche française pouvant accueillir un grand nombre de grands navires devenait très limité. Et ces courants, en fin de compte, ainsi que la géographie et la géologie associées qui en résultent, jouent également un rôle majeur. Pourquoi ? On observe de nombreuses incursions anglaises en France, mais peu de françaises en Angleterre, sauf si elles sont invitées ou autorisées. Et cela vient du fait que la côte anglaise, étant un peu plus érodée, devient très escarpée, très rocheuse, très irrégulière, et donc il n'y a en réalité pas tant d'endroits où l'on peut débarquer. Maintenant, il me faut vraiment faire une autre vidéo entièrement à part sur les raisons pour lesquelles débarquer sur la côte sud-est de l'Angleterre est généralement une très mauvaise idée, mais cela tient en partie au courant et à la géographie de la côte elle-même, et aussi beaucoup à la géographie intérieure du sud-est de l'Angleterre. C'est pourquoi ce sera une vidéo séparée. Mais même le long des parties centrales et occidentales de la côte de la Manche, il n'y a tout simplement pas tant d'endroits où l'on peut réellement débarquer. Bien sûr, il y a des plages partout, mais si vous voulez débarquer sur la plupart des plages, vous allez simplement vous retrouver face à une immense falaise, sans aucun moyen de monter. Et la plupart des zones où il n'y a pas simplement d'immenses falaises inaccessibles sont déjà habitées, et donc il y a un certain degré de défense là-bas, ainsi que la capacité des habitants à prévenir d'autres personnes que des ennemis arrivent. Comme je l'ai dit, cela n'empêche pas les raids. Durant la période des 5 ports, au début du Moyen Âge, certaines villes ont même été entièrement incendiées, mais il s'agissait d'incursions localisées, non d'invasions à grande échelle. À l'inverse, sur la côte française, il y a de nombreuses zones où l'on peut débarquer des troupes. Il n'y a pas tant d'endroits où l'on voudrait garder une flotte au mouillage pendant une longue période. Mais cela rend la défense de la côte nord de la France incroyablement difficile, parce que, oui, bien sûr, vous défendrez vos villes. Mais contrairement à la côte anglaise, en règle générale, si un envahisseur veut débarquer relativement sans opposition, ils peuvent simplement débarquer à 10 ou 15 miles plus loin sur la plage et ils auront presque autant de facilité à débarquer là-bas que s'ils arrivaient dans votre port. Un exemple de cela serait la campagne de Henri V qui mène finalement à la bataille d'Azincourt. Il vise d'abord le port de Harfleur. Alors, les Français ont en fait placé une force défensive à Harfleur ainsi qu'une force mobile qui observe le terrain et se dit « D'accord, voici le point de débarquement le plus évident près de Harfleur pour Henri. Donc, nous allons défendre cet endroit. C'était une bonne idée. » Henri est arrivé en bateau, a vu qu'il y avait une force française qui défendait cet endroit et s'est dit « Oh, je vais simplement débarquer de l'autre côté de cette baie que j'ai trouvée parce que je peux, parce que la géographie le permet. »
et c'est un trajet assez court en bateau, mais évidemment, pour la force française qui défendait, il fallait remonter toute la vallée de la rivière pour trouver un point de passage et redescendre ensuite. Donc il n'y avait aucun moyen pour eux d'atteindre le nouveau site de débarquement avant que les forces d'Henri ne soient complètement débarquées. Et bien sûr, s'ils avaient essayé, Henri aurait simplement pu attendre qu'ils fassent une journée de marche ou plus en amont de la rivière à la recherche d'un gué ou d'un pont, puis dire « Très bien, je vais simplement débarquer là où je voulais au départ, puisque maintenant vous ne le défendez plus. » Maintenant, point crucial, bien sûr, une fois qu'Henri a débarqué, sa flotte ne reste pas très longtemps sur place. En partie, c'est parce que cela coûte de l'argent, mais aussi parce que ce n'est tout simplement pas une côte adaptée pour qu'une flotte reste sur place en grand nombre pendant une longue période. Donc, elle repartira. Cela explique en partie la bataille d'Azincourt. Après avoir pris Harfleur et choisi de ne pas avancer en France, Henri doit marcher vers Calais, tenu par les Anglais, pour trouver des navires et rentrer chez lui. Alors que si la côte française avait offert des ports un peu plus grands, plus propices à abriter durablement de grandes flottes, il aurait pu faire venir une flotte beaucoup plus près de lui. Bien sûr, cela n'empêche pas certains petits navires pirates d'agir. Le commerce des corsaires français prospérait le long de la côte anglaise durant une grande partie du conflit entre l'Angleterre et la France. Mais cela est assez différent des mouvements navals à grande échelle. Nous avons donc établi que grâce au courant, à la géographie et à la géologie, les Anglais ont un énorme avantage lorsqu'il s'agit de stationner des flottes de grands navires de guerre sur la côte anglaise. Ils bénéficient aussi d'atouts géographiques pour se défendre. Vous pourriez penser que dans la Manche, les Anglais défendent mieux leurs possessions et attaquent plus efficacement celles des Français. Et évidemment, l'inverse est vrai pour les Français. Mais le monde ne se limite pas seulement à la Manche. Et en effet, la France possède une série de ports assez grands qui, pendant la majeure partie de la période considérée, sont parfaitement adaptés pour accueillir de très grandes flottes. Et où vous pouvez donc tirer parti de la grande population et de l'avantage économique de la France pour constituer une force d'invasion massive. Vous pourriez alors, en théorie, naviguer dans la Manche et vous en servir pour prendre l'Angleterre. Le port le plus proche du problème est, bien sûr, celui de Brest, sur la péninsule bretonne, mais du côté sud-ouest. Et juste après l'entrée de la Manche, il y a un ensemble de ports remarquables dans ce que nous appelons aujourd'hui la Belgique et les Pays-Bas. Mais pendant la majeure partie de la période que nous examinons, ils étaient connus initialement sous le nom de Duché de Bourgogne, qui faisait nominalement partie de la France pendant une longue période. Plus tard, ils devinrent les Pays-Bas espagnols, passèrent sous divers contrôles, puis gagnèrent leur indépendance pour devenir les Pays-Bas. C'est donc ici que le vent et, dans une certaine mesure, la politique viennent encore une fois gâcher les plans de la France. Parce que si vous voulez rassembler une grande flotte d'invasion à l'époque de la voile pour attaquer l'Angleterre, vous allez pratiquement devoir la réunir à Brest. Vous pouvez la rassembler plus au sud, mais elle devra alors naviguer plus loin et aura les mêmes problèmes. Donc, soit vous la rassemblez à Brest, soit vous allez forcément y faire escale à un moment donné. Vous pouvez donc considérer cela comme une sorte de point de départ. Et oui, bien sûr, vous pourriez rassembler de plus petites flottes le long de la côte de la Manche, mais nous venons d'expliquer pourquoi, pour la plupart, vous n'allez pas y avoir une très grande flotte. Donc une flotte à Brest, fantastique, c'est juste à l'entrée ouest de la Manche. Vous pouvez sûrement simplement remonter la Manche et, vous savez, exploiter votre énorme avantage économique pour envahir l'Angleterre. Comme nous l'avons dit, le vent pose problème. Comme Brest se trouve sur le côté sud de la péninsule bretonne, cela signifie que vous avez besoin d'un vent venant d'à peu près l'est pour sortir du port, que ce soit un vent continental polaire venant du nord-est ou un vent continental tropical venant du sud-est. Très bien, maintenant vous êtes sorti de Brest. Malheureusement, maintenant le vent vous emmène vers l'Atlantique. Vous avez donc besoin que le vent change de direction pour venir soit du nord-ouest, soit du sud-ouest. Maintenant, la bonne nouvelle pour vous, c'est que pendant la majeure partie de la période couverte par la chaîne, comme vous pouvez le voir sur ces diagrammes de vent, la grande majorité des vents qui traversent la Manche viennent de l'ouest ou de l'est, ou du sud-ouest ou du nord-est. Donc, cela permet de naviguer d'est en ouest ou inversement le long de la Manche. Dommage pour les Français. Avec votre port de Brest, situé en dehors de la Manche, vous avez besoin, comme nous l'avons dit, d'un vent venant globalement de l'est pour sortir de votre port. Et ensuite,
Il vous faut que le vent tourne pour venir de l'ouest afin de pouvoir entrer dans la Manche. Si vous êtes anglais et par exemple que vous êtes basé à Plymouth, juste à l'entrée de la Manche, et que vos navires, espions, renseignements ou autres rapportent qu'il y a une grande flotte française qui se rassemble à Brest et qu'ils veulent vous envahir, vous savez que ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Vous allez savoir que cela va arriver. Ensuite, lorsqu'un vent favorable pour faire sortir les navires de Brest se lève et que vous êtes à Plymouth, disons que c'est un vent d'est ou de nord-est relativement courant, vous sortez simplement de votre port et vous bloquez l'extrémité ouest de la Manche. Et ensuite, soit le vent ne faiblit pas et vous restez là à profiter du vent pendant que les Français sont poussés vers l'Atlantique, soit le vent change et vous vous dites « D'accord, maintenant on va simplement profiter du vent dans l'autre sens ». Et quand la flotte française arrive, votre flotte défend maintenant la Manche et ils doivent se frayer un chemin à travers elle. Mais vous pourriez penser, bon, d'accord, donc les Anglais ont Plymouth et certaines des autres grandes bases sur leur côte. Pourquoi ne pas simplement mettre tout un tas de petites flottes dans ces petits ports, autant que chaque port peut en accueillir sur la côte française, puis traverser la Manche avec un vent du sud, tous ensemble, et se rassembler en un seul endroit? Mis à part le fait que de nombreuses petites flottes individuelles dans de nombreux petits ports individuels invitent les Anglais, et plus tard les Britanniques, à simplement venir les détruire. Plus précisément, l'autre problème est que, oui, un vent du sud clouerait les forces anglaises sur place, mais on a très rarement un vent du sud dans la Manche, et ce n'est pas très prévisible. Les vents principaux de la Manche proviennent principalement du sud-ouest, du nord-est, de l'est ou de l'ouest, comme vu avec les roses des vents. Et quand ils viennent d'ailleurs, ils viennent du sud-est, venant en quelque sorte de la Méditerranée centrale, passant par l'Italie et le sud de l'Allemagne, puis traversant le nord-est de la France. Ou ils arrivent du nord-ouest, venant de la direction approximative de l'Islande. Nous avons mentionné les Pays-Bas, les Hollandais de Bourgogne, ou quel que soit le nom qu'on leur donnait à différentes époques. Vous pourriez demander pourquoi les Français n'ont pas essayé de le contrôler. Ils ont essayé. Mais tous les autres étaient très déterminés à ce que cela n'arrive pas. Je veux dire, évidemment, les habitants avaient leur mot à dire sur le fait de ne pas être gouvernés par d'autres. C'est pourquoi on a fini par avoir les Pays-Bas. Mais même avant cela, les Bourguignons avaient de très bons liens commerciaux avec les Anglais et avec d'autres nations. Et donc, pendant la majeure partie du Moyen Âge, il y a eu des conflits assez importants entre les Armagnacs, français classiques, et les Bourguignons, qui veulent aussi le pouvoir et n'aiment pas les Armagnacs. L'animosité est réciproque, car seuls les premiers sont au pouvoir. Celui qui n'a pas le pouvoir pense évidemment que ce devrait être l'inverse. Et disons simplement que les Anglais étaient très heureux d'exacerber ce type particulier de tension, parce que la région aujourd'hui connue sous le nom de Pays-Bas est vraiment la seule véritable faiblesse de l'Angleterre en ce qui concerne la Manche et les zones adjacentes. Parce que les Sceaux, Anvers, etc. possèdent tout un tas de très beaux ports en eau profonde, capables d'abriter énormément de navires. Oui, c'est un peu profond à l'approche et à la sortie, mais on peut quand même y naviguer assez facilement. Et plus important encore, il est aligné avec les vents de sud-est. Donc s'il y a un vent de sud-est ou d'est, c'est-à-dire un vent venant du sud-est ou de l'est, il est assez facile de sortir de l'Escaut à la voile, et ensuite c'est un trajet assez court vers l'ouest pour atteindre l'Angleterre. Et le gros problème que l'Angleterre aurait dans ce cas-là, c'est que si vous avez, disons à titre d'hypothèse, un vent venant de l'ouest, ou pour être honnête, même un vent venant du nord-est, cela emmènera une flotte qui sort de l'Escaut directement vers l'Angleterre. Et en même temps, cela clouera les forces anglaises sur place. La grande base navale de Chatham, sur la Medway et le North Anchorage, cela signifie qu'il faut contourner le Kent pour défendre la côte sud. Un vent de nord-est ou d'est vous immobilisera et empêchera d'agir. Sinon, il faudrait virer sans cesse et la flotte ennemie vous aurait déjà contourné. Et tous les navires qui se trouvent dans la Manche devraient quitter leur base et, là encore, tirer des bords de façon très intensive. Il n'y a pas besoin d'attendre un changement de vent comme ce serait le cas si vous sortiez de Brest. Et l'autre gros problème auquel les Anglais sont confrontés, c'est qu'à part Douvres, une fois que vous allez bien à l'est de la zone Portsmouth-Brighton, comme la Manche commence à se rétrécir, vous commencez à avoir 1.
relativement parlant, comparé aux parties centrales et occidentales de la côte de la Manche, une côte assez lisse, très abrupte, presque comme des falaises. C'est-à-dire, en ce qui concerne la possibilité d'établir de grands ports, c'est en fait très similaire aux problèmes que rencontrent les Français. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que vous avez en fait une érosion excessive, contrairement à une sédimentation excessive. Bien que cette région proche de la France ait eu les 5 ports d'origine, vous disposiez aussi de ports commerciaux très actifs. Au moment où l'on parle de l'âge classique de la voile, beaucoup de ces ports se sont envasés, parfois au point que ces endroits ne sont même plus des ports, ce sont des villes à l'intérieur des terres, et vous pourriez penser, attendez, vous parliez d'érosion. Oui, eh bien, le problème, c'est que l'érosion modifie le cours des rivières. Cela modifie les zones de dépôt. De plus, quand la terre s'érode, des zones auparavant abritées deviennent exposées et balayées. Et de nouvelles zones qui étaient auparavant balayées peuvent maintenant être abritées, soit par des rochers tombés ou transportés, soit simplement par le changement général du profil de la côte. Donc, ces petits ports, d'une part, dans certains cas, n'existent pas, et d'autre part, ne sont pas vraiment capables de soutenir des flottes majeures qui pourraient défendre immédiatement contre une flotte sortant de l'Escaut, portée par un vent d'est en direction de l'ouest. Et donc, il est dans l'intérêt de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre, avant la Grande-Bretagne, de s'assurer que cette zone particulière de la côte nord-européenne ne tombe pas entre les mains de la France. Il ne se soucie pas vraiment de savoir entre quelles mains elle se trouve, tant que ce ne sont pas celles des Français. Cela pourrait être les Bourguignons, tant qu'ils restent en conflit avec les Armagnacs et ne les soutiennent pas contre l'Angleterre. Et bien sûr, entretenir de bonnes relations commerciales avec eux, car attaquer son principal partenaire commercial serait contre-intuitif. Ensuite, quand ils deviennent les Pays-Bas espagnols, ce n'est pas idéal car les Espagnols pourraient agir comme ils l'avaient prévu avec l'Armada. Cependant, les Espagnols risquent moins de vous attaquer que les Français. Et puis, une fois que les Pays-Bas obtiennent leur indépendance, ce que, bien sûr, la Grande-Bretagne ou l'Angleterre à l'époque soutient fortement, eh bien, maintenant que les Hollandais occupent la région, c'est le meilleur point de départ pour une invasion contre vous. Mais ils ont déjà assez de problèmes avec leurs ennemis terrestres et une population suffisamment petite en soi pour qu'ils ne représentent pas, en eux-mêmes, un risque d'invasion pour vous. Et donc finalement, cela nous amène à Cherbourg, que nous avons déjà mentionné un peu plus tôt, mais ce sera en quelque sorte le point de conclusion. Pourquoi alors Cherbourg, ou plus précisément la péninsule du Cotentin, pose-t-elle problème? Eh bien, plus on avance le long de la côte, si la péninsule du Cotentin n'était pas là, si une main divine l'effaçait, on peut raisonnablement soutenir que les courants côtiers le long de la Manche commenceraient en fait à longer de plus en plus près la côte française. Ils prendraient un peu de vitesse, et ainsi vous pourriez finir dans la zone à l'est de Caen et peut-être à l'ouest de Boulogne, avec une situation qui est en fait similaire à celle de la côte de la Manche depuis, disons, Portsmouth vers l'ouest. Mais cette grande péninsule de Cherbourg signifie qu'il y a une autre énorme zone d'ombre terrestre, et cela accentue et aggrave les problèmes de la côte française très douce, en pente, à forte sédimentation. Et qu'en est-il de Cherbourg elle-même, me direz-vous? Je veux dire, c'est un port majeur aujourd'hui. Pourquoi les Français ne l'ont-ils pas développé plus tôt? Le problème avec Cherbourg, c'est qu'il requiert ces grands travaux d'ingénierie humaine évoqués précédemment. Elle se trouvait tout au bout, assez étonnamment, de la péninsule de Cherbourg. Mais en conséquence, même si elle s'avance dans la Manche, il y a beaucoup de courants. Ainsi, le relief général de la péninsule de Cherbourg, en termes de littoral, ressemble beaucoup plus à la côte de l'Angleterre de l'autre côté de la Manche. Dans cette zone, tout en haut, là où se trouve la ville de Cherbourg. De nos jours, elle est fortement balayée par le courant. Donc vous avez, d'accord, c'est vrai, un accès relativement proche à des eaux profondes. Et le cap de la Hague ou cap de la Hague à l'extrémité ouest offre effectivement un certain abri contre le vent et les vagues. Donc vous disposez d'une certaine possibilité de mouillage sur eau large en eau profonde. Ce n'est pas immense, mais c'est tout de même bien mieux que beaucoup d'autres ports français le long de la côte de la Manche. Mais le problème, c'est que la Divette, la petite rivière qui se jette dans la mer à Cherbourg, n'est pas exactement la plus grande ou la plus impressionnante rivière du monde. Elle est juste assez grande pour transporter des alluvions jusqu'à la zone, mais pas assez pour creuser un véritable chenal jusqu'aux eaux profondes, même si les eaux profondes sont relativement proches de la côte.
Et donc, même si Cherbourg a, en tant que ville, une histoire relativement longue en tant que grand port, ce n'est pas particulièrement le cas. Parce que c'était un endroit très fortement envasé et donc seuls de petits navires pouvaient rejoindre le Cherbourg historique et en repartir. Même avec cette eau profonde tentante juste au large, il n'y avait tout simplement pas de chenal pour y accéder à Cherbourg. Mais une fois arrivé au XIXe siècle, la France reconnaît, entre autres, la valeur tactique d'un port sur la Manche, en gros en plein milieu de la Manche, et ils construisent un immense ensemble de digues. Ils effectuent énormément de dragage, et soudain, Cherbourg devient une grande base navale. Et le fait qu'elle soit presque en face de Portsmouth et de l'île de Wight, et vous savez, grâce à la péninsule un peu plus proche que la côte française moyenne, n'échappe à personne, surtout pas aux Britanniques. Et il ne devrait surprendre personne qu'à ce moment-là, soudainement, Portsmouth, qui avait déjà été une base navale assez importante dans l'histoire britannique jusqu'alors, devienne tout à coup beaucoup plus importante. Mais en même temps, cela coïncide également avec l'essor du navire à vapeur. Donc, beaucoup des problèmes liés au vent commencent à disparaître parce qu'à la fin du XIXe siècle et par la suite, la propulsion à vapeur signifie que vous pouvez désormais traverser la Manche presque sans vous soucier de la direction du vent. Et cela entraîne toute une série de peurs d'invasion, des romans à sensations sur les invasions et un tas de fortifications le long de la côte sud. Donc, Cherbourg est un paradoxe assez intrigant pour les Français parce qu'en soi, c'est probablement la meilleure chose que vous puissiez espérer si vous voulez construire une grande marine sur la côte française de la Manche pour envahir l'Angleterre. Malheureusement, vous ne pouvez le développer comme port qu'à la fin du XIXe siècle, à un moment où d'autres changements technologiques et politiques font qu'il est extrêmement improbable que vous le fassiez réellement un jour. Et en plus de cela, son existence en tant que péninsule est en grande partie ce qui vous empêche d'avoir un port plus traditionnel et convenable ailleurs le long de la côte française de la Manche, à partir duquel vous pourriez organiser une grande invasion de l'Angleterre. Et je pense que cela va conclure notre discussion pour le moment. Ceci est évidemment un aperçu très général, car nous parlons d'hydrographie, de géologie, de géographie, de tactique, de conditions atmosphériques et de toutes sortes de choses. Et je sais, d'après mon expérience et nos échanges précédents, que certains d'entre vous qui regardez cette chaîne sont en fait des experts en géologie et surtout en hydrographie. Il s'agit évidemment de la géologie et de la géographie en lien avec la mer, et certains d'entre vous sont même spécialisés dans l'étude de la Manche. Donc, si vous souhaitez intervenir avec des explications plus détaillées, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'attends cela avec impatience. Et à part ça, merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette discussion d'environ 40 minutes sur les raisons pour lesquelles la Terre elle-même semble détester la France et l'empêche d'envahir l'Angleterre avec succès, sauf si vous êtes les Normands. Au revoir pour l'instant.